Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Rétro Info, comme chaque samedi, une semaine qui aura été particulièrement riche en infos et vous allez avoir l'occasion d'entendre parler, si ce n'est pas déjà le cas, d'un scoop pour reprendre les propres paroles de M. Ouihia. Et nous allons donc commencer par le scoop de l'année, oui, réellement le scoop, et qui, dans n'importe quelle république couscoussière moyennement honorable, aurait provoqué une immense clameur publique, mais qui, malheureusement, en Algérie, est passée à la trappe, comme d'habitude, sans autre forme de procès, et pour cause, puisqu'il n'y a pas eu de procès, en fait, dans l'affaire Chakib Khalil. M. Ouihia, qui prononce bien le mot de scoop, nous dit que l'affaire Chakib Khalil est passée devant la justice algérienne et que celle-ci a rendu un non-lieu, purement et simplement, et dans le plus grand des secrets. Vous avez bien entendu, un non-lieu. Le titre d'aujourd'hui d'abord. Post-Maghreb. La justice algérienne a prononcé un non-lieu en faveur de Chakib Khalil, selon Ouihia. Et nous allons écouter M. Ouihia nous apprendre ce qu'il va nous apprendre. في الآونة الأخيرة التجمع الوطني وسيد الأمين العام كثيرا ما تحدث عن مسألة الوزير الأسبق للطاقة سي شكيب خليل ومحاولة تبرئته. في المقابل من حقوقيين وكذلك يتساءلون عن مصير الملف بحد ذاته الآن، هل هي تبرئة مجرد تبرئة سياسية أم عندها إسقاطات كذلك قضائية؟ خليني نقول لك ربما سكوب كما يقولوا. تفضل. على بالكم باللي الملف تاع سي شكيب خليل فات في العدالة الجزائرية وخرج كيش يقولوا نون ليو عدم الاختصاص. ماشي عدم الاختصاص، لا، حفظ الملف يا ريح. حفظ الملف، نعم، يا ريح. هذا العداله الجزائريه قالتها. لازم نقول لك في ايطاليا ياك انطلقت واحد المسار قضائي وفريد بجاوي وفريد بجاوي شكيب خليل الى اخره. الشيء اللي نقراه في المجلات الشاهد الاول تراجع. خلينا من هذه الامور القضائيه. خلينا من الامور القضائيه. قضيه سوناتراك وقضيه شكيب خليل يجي نهار التاريخ يكشف معطياتها. فيها الكثير من الاجحاف. Alors, avec nous pour en parler aujourd'hui, Hassan Hairesh, merci d'être avec nous, universitaire spécialiste de la PNL, comme d'habitude. Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour l'invitation. Merci. Idir Ounoren, qui est là avec nous pour la première fois, militant politique, que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, donc cette histoire de Ouihia qui nous apprend, qu'il va nous apprendre un scoop. Il utilise ce terme, il nous dit, vous ne savez pas, Chakib Khalil a été innocenté, pas innocenté, il y a un non-lieu, il n'y a rien. Et il dit, mais ken welou, il n'y a rien. Et il pousse plus loin le bouchon, il dit aussi, concernant son affaire en Italie, il nous prévient qu'il a pris ça par les magazines. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir dans la rétractation du témoin en Italie. Le témoin serait donc rétracté. Il dit non, il n'y a rien, moi je n'ai rien vu. Et qu'est-ce que vous en pensez? Jamaldine, il y a 2 ou 3 choses importantes à signaler pour les gens qui nous regardent. La première, c'est qu'est-ce qui fait qu'un Premier ministre d'une République soit obligé d'annoncer lui-même ce que le concerné doit annoncer, ce que l'avocat du concerné doit annoncer, ou ce que, éventuellement, un procureur, la justice ou un juge doit annoncer. Donc déjà là, il y a quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement louche. Qu'est-ce qui fait qu'une annonce comme celle-là ne soit pas donnée par les gens concernés eux-mêmes, mais par un Premier ministre? Ça prouve déjà qu'il n'y a pas indépendance de la justice, qu'elle est sous la mainmise de l'exécutif. Et précisément,
dans le cas présent, du chef de l'exécutif. Il faut peut-être au préalable dire aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est qu'un non-lieu. Un non-lieu, c'est tout simplement l'interruption des poursuites judiciaires. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas lieu à poursuivre l'intéressé. Ça veut dire, non, ça veut dire qu'on interrompt Oui. des poursuites Une judiciaires. procédure. Il y avait des poursuites, Oui. et là, on les arrête, c'est ça un non-lieu. Oui. Mais ça veut dire, juridiquement, qu'il y avait des poursuites. Donc, à partir du moment où il y a des poursuites, ça doit passer en justice. Et donc, on doit savoir Mais c'est passé en quand a justice. lieu le Mais dans procès. le secret le plus total, c'est- personne ne l'a appris. Mais c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire, si ça devait passer en justice, on doit être au courant, l'opinion publique, les journalistes, le concerné lui-même, on doit le voir devant la justice et voir un juge ou des juges, une cour, prononcer un non-lieu. Le non-lieu peut se prononcer par la chambre d'accusation, si je ne me trompe. Pas nécessairement en audience publique. Entendu. Ça se peut. Mais moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire est que ce non-lieu a été... Vous vous rappelez, Hassan Hersh, un jour, dans une émission, on en a discuté, on a dit qu'est-ce qui empêche ce régime qui a la justice à sa dévotion de lui envoyer une injonction pour qu'elle rende un non-lieu et qu'on en finisse au lieu de le blanchir dans les zaouïas. Vous vous rappelez? Oui, Jamel Din, la prochaine fois, il ne faut plus donner ce genre d'idée voilà, aux tenants du pouvoir. Parce que là, ils vous ont pris au mot et ils l'ont fait. Ouais. Donc, ils ont été jusque-là. Donc, des poursuites et interruption des poursuites. C'est ça que je veux dire. Et à partir de ce moment-là, on doit savoir, l'opinion doit savoir, les journalistes doivent savoir ce qui s'est exactement passé, où, quand, comment. Ça, c'est extrêmement important. Et les poursuites, c'était quoi? C'était les détournements, c'était les malversations, c'était les délits d'initiés, c'est tout ce qui était opaque autour de la Sonatrach et autour d'une société italienne, la Saipem, je crois, elle s'appelle, où effectivement Chakib Khalil aurait été mêlé et donc la justice a été saisie. Après, si j'ai bien compris, Ouihia nous parle d'un témoin qui serait rétracté. Ouais. Donc le minimum, c'est qu'on voit la personne qui s'est rétractée. Mais pourquoi il a dit nous l'avons appris par les journaux? Mais c'est encore plus grave. Pour nous dire que nous n'avons rien à voir, on n'est pas intervenu, on n'a pas payé, on n'a pas fait pression, c'est pour ça? Mais Jamel Din, c'est encore plus grave. Ça veut dire, voilà, un Premier ministre de la République qui fait la revue de la presse et qui fait le greffier. C'est particulièrement gravissime dans le rôle qui est le sien. Et dire, Honorable? Oui, comme l'a dit Hassan, là tout de suite, c'est une justice à huis clos, finalement. Et Chakib Khalil, je ne sais pas si ces affaires ont été enrôlées d'abord. Et comme l'a si bien dit Hassan. Le procureur général l'a annoncé publiquement et qu'il a lancé un mandat d'arrêt international. Et que le même procureur général a été relevé par la suite. Limogé. Oui, ça a été limogé. L'affaire, on l'avait suivi en ce temps-là. Ce qu'il a lieu de dire, c'est que ce qui laisse supposer avec ce blanchiment, on va dire, ce blanchiment autour de M. Chakib Khalil, c'est qu'il aura joué un rôle important dans les prochaines échéances. Et ça participe à ce que vous disiez tout à l'heure. Ils sont en train de le préparer pour quelque chose? Non, à jouer un rôle des plus importants. Cependant, moi je suis intimement convaincu que des règles élémentaires de fonctionnement d'une république doivent passer par des procédures qui sont admissibles par tout le monde. Ça, c'est le premier élément. Là, tout de suite, quand on entend M. Ouihia, ce qu'il a parlé en tant que Premier ministre ou en tant que chef du RND, non, Premier ministre. Cette double casquette doit à tout prix être donc ôtée. Où il est Premier ministre, où il est secrétaire général là, du parti. Là, il s'est exprimé en tant que Premier ministre. En tant que Premier ministre. Donc, à ce niveau-là... Sur la chaîne télé de Ali Haddad. Oui, évidemment. Donc, ce n'est pas innocent. Ils n'ont pas été vers Nahar ou vers d'autres télés qui auraient pu répercuter ce type d'informations. Moi, je suis sceptique. Je pense que ça participe depuis longtemps à assainir le climat autour de M. Chakib Khalil et éventuellement Pourquoi veulent-ils absolument le blanchir, quand vous dites,
est-ce qu'ils ont vraiment pour lui un projet de destin national? Il est très difficile de dire là actuellement qu'il est. Il sera peut-être dans. Parce que là, c'est un autre débat. C'est finalement quel est le candidat du système pour les prochaines présidentielles. Et là, on peut dire que tous les analystes un peu concourent à dire que si le président Bouteflika a encore la santé, c'est lui qui va être candidat du système. Nous allons parler tout à l'heure, puisque c'est un des sujets d'aujourd'hui. Sinon, juste à la fin, un mot peut-être, oui, j'aimerais avant que... Moi, je pense que par rapport à la question du pourquoi, c'est de savoir déjà que ce qui se passe dans un pays comme l'Algérie, quand une personnalité de ce niveau-là est innocentée, c'est sans doute parce que aussi il a des ramifications et d'autres personnalités peuvent être éclaboussées. Oui, et comment? Parce que de toute façon, la solution que l'on trouve dans un pays comme le nôtre, malheureusement, ce n'est pas le seul, c'est que quand une personnalité est comme ça devant la justice pour des faits extrêmement graves, soit il est innocenté, non-lieu ou autre chose, soit il est exécuté ou pourchassé. Or, aujourd'hui, on assiste donc à ce cas de figure qui est le non-lieu, donc ils l'ont innocenté, probablement parce que c'est une affaire qui doit certainement qui doit avoir d'autres ramifications. En fait. Éclabousser. Il le dit, à la fin, il dit attention, cette affaire de Sonatrach, de Bjaoui, de Yahya, il y a beaucoup de choses derrière qu'on ne peut pas dire maintenant. Tout le monde sait de qui il parle, en fait. Il parle de DRS et de Toufik. Justement, je voulais rebondir là-dessus. Voilà, mais je vous en prie, allez-y. Voilà. Donc, lors d'une interview, là, il y a une dizaine de jours, ou une quinzaine de jours, M. Yahya a dit à la radio que M. Chakir Khalil a été victime d'injustice. Oui. Or, le commun des mortels algériens, et même dans un cadre supranational, savent pertinemment que le dossier Chakir Khalil et Sonatrach 1 a été instruit par les services du DRS. Oui. À l'époque, c'était le général Médienne qui était directeur du DRS. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que Yahya dit carrément, de manière frontale, que le général Toufik a essayé de déstabiliser sur des dossiers comme Sonatrach, donc M. Chakir Khalil. Mais ça veut dire que quelque part, on disait de M. Yahya qu'il était très proche du DRS, c'était la rumeur Voilà, publique. Exactement. Et dans qui était dans le clan de Toufik au moment où Chakir Khalil avait été inquiété. Pour dire que la politique n'a pas d'état d'âme. Hein, et il n'était pas le seul, c'est sûr, parce que leurs intérêts, à un moment donné, deviennent des intérêts en neutralité positive. Pardon. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et puis il y a le non-lieu qui est prononcé dans une justice du soir, ou une justice à huis clos. Ce qu'il faut se poser comme question, le pourquoi. Pourquoi ce ne serait pas l'APS, carrément? Même pas aller au niveau du ministère de la Justice. L'APS ou le procureur chargé d'instruire les dossiers qui se prononce dans une conférence de presse. Parce qu'il y a une analogie. Quand il a été attaqué, M. Chakir Khalil, et il avait eu un mandat d'arrêt international, il y a eu... N'oubliez pas que certaines télés se sont fait le porte-parole de ces événements-là. Et là, aujourd'hui, l'annonce dans une télévision appartenant... Après coup, après que le non-lieu ait été organisé en sourdine et en off, si je peux dire. Tout à fait. Maintenant, il faudra attendre les quelques jours à venir si les instances judiciaires pourront se prononcer. Mais ce qu'il faut attendre... Ils diront ce qu'on leur dira de dire. Oui, évidemment. Logiquement, si tout ça pouvait avoir un minimum de véracité, logiquement, dans les prochains jours, il faut s'attendre à ce que Chakir Khalil lui-même se porte partie civile contre ses bourreaux. Puisqu'ils l'ont inquiété à tort. Le Premier ministre lui-même a dit qu'il est victime d'injustice. Donc en tant que victime, il doit saisir la justice algérienne. Et cette rumeur qui circule que Chakir Khalil serait déjà nommé directeur du cabinet à la présidence, qui serait déjà en fonction, que le décret aurait déjà été signé et non publié. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, à partir du moment où toutes les hypothèses sont possibles, maintenant, quel va être le destin de M. Chakir Khalil, juste après les élections locales, à quel poste on le prévoit, on le destine, à partir du moment où on aura des lectures. Bon, il pourrait très bien être directeur de cabinet,
il n'y a pas trop de soucis. En prévision de quelque chose d'autre? Évidemment, en prévision des présidentielles. Nous allons parler tout à l'heure dans le sujet élection. Nous allons donc voir maintenant le deuxième sujet, celui des Harraga, qui a réellement défrayé la chronique au cours de cette semaine passée. Pourquoi? Parce que jusque-là, on voyait des Harraga, des jeunes, puis des moins jeunes, puis on a commencé à voir qu'au milieu des Harraga, il y avait des femmes, des enfants. Puis il y a eu cette semaine où nous avons vu donc ces milliers, hein, pour ne pas donner un chiffre précis, d'étudiants qui se pressaient autour du Centre culturel français pour une aptitude à la langue française pour pouvoir faire leurs études en France, qui avait provoqué une véritable clameur. Et là, cette semaine, une image a choqué un peu tout le monde, c'était celle d'un bébé, une fillette, un nourrisson. Et nous allons voir le titre, puis juste après, les images. Algérie Focus. Les internautes sous le choc. Un bébé harag enflamme la toile. Par Rania Ariles. Les images. أصغر حراق جزائري أصغر حراق جزائري أصغر حراق جزائري هاي إسراء هاي هاي فضوا يبان حاجة أخرى يا السمبو هدر حاجة يا السمبو هدر حاجة وي قاع حراسي قاع كوستا هاي كوستا هاي كوستا الصحة والخير الحمد لله يا ربي نحن نساعد وي حراجة Et là, nous allons voir si le bébé est arrivé ou non. On va nous le dire. معهم خويا ولد عمي ولد عمتي حرقوا لا خشمك هنا لا خدمه لا فاهم واللي جا كاع راهم يحرقوا ايوا كاش ما يديروا له يخدموا على رواحهم وكاع والحمد لله هذيك غريانه وصلت كم شي الظروف صعبه ما يدوش هذيك غريانه الحمد لله وعيطونا وهضروا معنا وكاع قوتنا وكاع الحمد لله. Voilà, donc elle est arrivée à bon port, elle a été accueillie en Espagne, paraît-il, elle est partie d'Oran. À vous. Moi, je vais commencer par dire que nous célébrons le 11 novembre 1918, l'armistice. Une guerre sans merci, atroce, Première Guerre mondiale, où nos ancêtres étaient impliqués. Ils sont morts pour ce pays, pour la France. Ils sont morts pour délivrer l'Europe du fascisme. Oui. L'Algérie a fait de même. Les Algériens se sont battus pour libérer le pays du joug colonial. Le résultat, le voici. Des enfants, des petits-enfants d'Algériens qui se sont engagés contre la répression, contre le fascisme, contre la dictature, contre le colonialisme, se retrouvent heureux dans une embarcation de fortune plutôt que dans leur pays. On les a vus, ils sont tout fiers, ils font des signes, ils sourient, ils crient. On entend une parole libérée alors qu'ils sont dans une situation dangereuse, instable mais très dangereuse, qu'ils courent un danger incroyable. Et beaucoup sont morts. Hein. Beaucoup ne sont pas revenus, portés disparus. Absolument. Ouais. Mais à entendre la conclusion de ces deux jeunes qui parlaient de la fillette, ils disaient que là, alhamdoulilah, et que peut-être là, ils auront quelque chose. Peut-être qu'ils auront un travail, un avenir, etc. Mais c'est un échec total de l'Algérie, officiel. Un échec absolument cuisant. Et donc c'est ça qu'il faut mettre sur table et discuter. Vous savez ce qu'a dit Boukhadem un jour, l'ex-secrétaire général du FLN, néanmoins ministre des Affaires étrangères? Nous avons l'enregistrement. Oui. Il a dit, ces gens-là, il ne faut pas croire qu'ils partent parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que c'est la malvie. C'est faux.
Ils partent parce qu'ils rêvent d'épouser une blonde et de porter des survêtements Lacoste. Ben, écoutez, c'est ses propres fantasmes. Ouais. Il faut voir quelle est la vie de cette personne que vous citez, voir comment il vit lui-même, Oui. et comprendre justement qu'il projette ses propres fantasmes sur des jeunes qui risquent leur vie en quittant leur pays dans l'espoir peut-être d'avoir un avenir, en tout cas plus sûr, un avenir où peut-être ils pourront prendre leur destin en main, alors que dans le pays, la vie est bloquée. Elle est bloquée dans tous les sens du terme, au niveau de politique, au niveau économique, au niveau éducatif. Il n'y a pas un secteur où en Algérie on pourra dire tiens, le pays a mis le paquet là-dessus, mais c'est l'échec dans tous les domaines. Et la responsabilité incombe à des Ouihia, des Bouteflika et des Bokharouba, et ainsi de suite. C'est eux qui ont mis le pays à genoux et qui fait que la jeunesse algérienne se trouve mal chez elle. Et que, un dernier mot, et qu'elle est consciente de ce qu'elle va vivre en Europe. Elle est consciente de ce qu'elle va vivre. C'est pas le paradis. Hein. C'est les centres de rétention, le travail au noir, traqués par la police. Ils savent tout ce qu'ils vont endurer ici. Ouais. Malgré ça, ils préfèrent la marginalisation, ils préfèrent l'exclusion, ils préfèrent l'emprisonnement, ils préfèrent qu'ils soient traqués ici plutôt que de vivre dans la déchéance dans leur propre pays. Parce que dans leur propre pays, ils ont des droits et ils n'ont pas ces droits-là. Alors qu'ici, ils se disent, on n'a pas de droits, mais peut-être qu'il y aura possibilité de les acquérir quand même. Il y a de l'espoir. Voilà. Par rapport à tout ça, ça acte quelque chose d'important, c'est la faillite de l'État, qui n'a pas pu émanciper toutes ces populations au pluriel. Quand on voit les statistiques au niveau des émigrants, vous avez des jeunes, des chômeurs, des cadres, des femmes, des enfants et maintenant des bébés. Toutes les couches sociales de la société sont dans ces... Y compris des entrepreneurs. Oh, oui, tout à fait. Entrepreneurs, j'en sais. Oui. Et il y a aussi des fonctionnaires. Ça acte tout simplement la faillite d'un État. D'un État dans le fait qu'il n'a pas su émanciper ses populations par l'école, par la culture, par l'insertion, par le travail, par aussi des solutions adaptées à certains... ils ont fait de nos universités, des centres de formation professionnelle. Je parle sous le contrôle de Hassan. Que devenu Polytech, qu'est devenu l'EPO, qu'est devenu l'INA, l'Institut national d'agronomie, nos grandes écoles qui avaient réputation dans le bassin méditerranéen. Elles se sont clochardisées. Même au niveau de la formation, regardez, lui qui est universitaire, il va vous parler des laboratoires de recherche. Ils ne sont même pas aux standards internationaux. L'université algérienne est classée parmi les dernières au monde. Oui, donc c'est une histoire de moyens, c'est une histoire de culture, c'est une histoire de... Et tout ça confondu, ça donne cette précarité-là. Et le jeune Algérien qui n'a pas... On n'a pas créé les conditions d'espérance pour ces gens. On a fait l'enseigne, pardon Hassan, on a fait l'enseigne. On ne peut pas faire de chaque jeune Algérien un chef d'entreprise, c'est pas possible. Ça passe par la formation, ça passe par des filières bien établies. L'État devrait exprimer ce que je pourrais appeler les besoins de demain et les former. Comment figer cette population? Regardez le nombre de médecins qui exercent en France, ils sont plus de 5 000. On parle d'un chiffre de 15 000. Moi, le chiffre que j'ai eu, c'est un chiffre de 5 000 et c'est déjà énorme. Non. Entre 12 000 et 15 000. Voilà, donc ça et on parle de ceux qui viennent de passer l'examen. On parle de cette harga qui ne se dit pas, qui se fait à titre individuel, avec passeport et visa, des élites, des gens qui ont des diplômes supérieurs ou qui étaient des cadres supérieurs et qui sont partis et qui seraient qui seraient pas loin de 250 000 depuis que Bouteflika est au pouvoir. Je ne sais pas si le chiffre est bon. Moi, je pense que si les voies étaient libres, il y aurait 100 fois, 200 fois plus que ça. Il y aurait carrément une ruée vers l'extérieur, et quel que soit l'extérieur. Et je voulais juste faire une petite remarque à mon ami Idir Honoran. C'est que quand on parle de l'État, c'est vrai, c'est la faillite de l'État. Mais c'est très important de dire aux téléspectateurs,
c'est qui cet État? Parce qu'il y a des commis de l'État qui tiennent, qui font que l'Algérie tient encore un petit peu, que ça ne s'effondre pas. Donc, mais c'est plutôt la classe politique. Je parle parce qu'il faut nommer les personnes. C'est Bembela, c'est Boukharouba, c'est Chadli, c'est Bouteflika, et tous les aéropages autour de ces messieurs. Et la société elle-même, nous tous, est-ce que nous n'avons pas quelque chose à nous reprocher? Est-ce que nous ne sommes pas impliqués, nous aussi, dans cette déchéance, dans cette chute il y a toujours... qui ne se dit plus? Moi, je vous rappelle, Hassan Herj, avant, il n'y avait pas de visa, moi je me rappelle, dans les années 70. On prenait, avec un simple passeport, on pouvait aller en France. Une autorisation de sortie. Il y avait une autorisation de sortie délivrée par le régime, mais les Occidentaux, ils n'exigeaient pas de visa. On pouvait y aller autant qu'on voulait, on venait ici, le travail était facile à trouver, le logement aussi, mais on ne restait pas, on repartait chez nous, alors qu'on manquait de tout. Les pénuries, la misère, le flicage, la répression. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y ait tant de gens qui ne souhaitent plus que de partir, de s'arracher de leur terre? Parce que tout simplement, ce que je disais, c'est que la classe politique a cassé ce pays et que d'année en année, Après, nous, il est évident que chacun a une petite parcelle de responsabilité, chacun à son niveau. Mais on ne peut pas comparer une société qui est victime d'un système qui a été mis en place malgré elle. La société n'a pas choisi le système qui est en place. La société a réagi. Il y a eu des grandes manifestations, particulièrement depuis les années 80. Depuis le printemps amazigh de Tizi Ouzou Gaïth, il y a eu Oran, il y a eu Constantine, il y a eu la Ligue des droits de l'homme, il y a eu Octobre 88, il y a eu plus de 200 000 morts algériens dans la fameuse décennie noire. L'Algérien s'est battu. Et il a fait 200 fois plus ou 1000 fois, pardon, 200 fois plus ou 1000 fois plus que ce qui a été fait en Pologne autour des chantiers de Gdansk. Et voilà, un pays dirigé par un général, un dictateur, etc., qui était complètement bloqué. Mais à partir du moment où il y a eu ce mouvement des chantiers de Gdansk, des réformes ont été possibles petit à petit et la Pologne s'en est sortie aujourd'hui. Mais l'Algérie, qui a écouté cette société, qui s'est révoltée? Et là, elle a baissé les bras? Qui a baissé les bras? La société algérienne. Non, je ne crois pas. Elle préfère fuir plutôt que de résister? Non, c'est cyclique, mais c'est tout à fait normal qu'une frange de la population ne pouvant plus supporter l'insupportable que l'on vit en Algérie, les arcanes, la bureaucratie, la répression, la marginalisation, l'exclusion, la malvie, les mœurs, la police qui devient maintenant une police des mœurs. Elle a été une police politique, maintenant elle devient une police des mœurs, ainsi de suite. On peut multiplier l'école, l'effondrement de l'école. Qui aujourd'hui, moi je connais des gens, des cadres effectivement, qui sont venus ici uniquement pour sauver la scolarité de leurs enfants. L'école algérienne est sinistrée. C'est devenu une espèce de mosquée généralisée, et encore où l'on n'apprend même pas la morale que l'on apprenait dans le temps dans les mosquées. Je veux dire, aujourd'hui, l'école algérienne, malheureusement, complètement sinistrée. Même si, évidemment, comme on a dit, il y a des médecins algériens ici, il y a des ingénieurs, etc. Mais à quel prix? Il faut pratiquement tout recommencer à zéro quand on arrive dans un pays occidental et que nos diplômes ne sont pas validés et que notre formation n'est pas suffisante, ainsi de suite. On parle des 10, 15, 20, 100 Algériens qui ont réussi, qui sont à la NASA, qui sont dans les universités. Ça, c'est le fruit de la statistique, je suis désolé. C'est le fruit de la statistique. Voilà, sur 1 million d'étudiants, vous avez la marginale à la 5e décimale, ça vous donne un génie. Sans compter son patrimoine culturel et génétique. Voilà. On oublie les milliers et les milliers d'échecs. Des gens qui arrivent ici avec des magistères, des doctorats, et qui sont au mieux gardiens dans un veilleur de nuit dans un hôtel ou agents de sécurité. Mais ils préfèrent ça, avoir la possibilité de vivre sa vie, que
de vivre en tant que femme dans un pays où c'est la déchéance. C'est un constat terrifiant que nous fait Hassan. Oui, tout à fait. Des gens qui ont fait des études supérieures, qui ont étudié toute leur vie, qui font tout pour venir ici, qui, arrivés de l'autre côté de la Méditerranée, acceptent n'importe quoi comme boulot plutôt que de retourner chez eux. Nous connaissons même des cas de gens qui étaient en situation irrégulière, qui ont été expulsés, reconduits à la frontière, et qui sont revenus, malgré tout ce qu'ils endurent ici. Pourquoi c'est à ce point l'enfer là-bas? C'est pas l'enfer, je veux dire. Il a tout résumé. Mais on ne peut pas rester là comme un inventaire à la Prévert. On parlait de société. La société civile en Algérie, elle est soit domestiquée, ou celle qui n'est pas domestiquée, elle est embêtée, elle est empêchée de travailler, elle est pour le bien de la société tout entière. Le souci, c'est quoi? Vous dites, le système est fort par la faiblesse d'abord de l'opposition politique et aussi par la faiblesse de la société civile. Regardez les petits îlots, il y avait eu les syndicats de travailleurs libres, mais ils n'ont pas été agréés. Comment dans les tripartites, il n'y a que l'UGTA, un syndicat fonctionnaire, et un patronat, c'est même pas la peine de revenir sur la qualité de ses dirigeants, il y a quand même un souci. Il y a des sociétés, il y a des ligues des droits de l'homme qui sont empêchées d'exercer. En Kabylie, on interdit des conférences dans un village. Imaginez-vous, un village, c'est quand même dramatique. À Oukras. À Oukras, il y a, enfin dans toute la Kabylie. C'est quelque chose où on a interdit deux conférences. Donc, si le système est fort encore, c'est uniquement parce qu'il y a aussi la société civile. Et puis, on n'a pas de point d'ancrage pour rassembler tout le monde dans un cadre précis. Pour un changement de système. Je pense qu'il faut aborder, non pas sur les conséquences de cette politique-là. Moi, je dirais pas, ça renvoie finalement, de manière politique, concrète, à l'idée même de ce qu'est la nation algérienne. Si on occulte cette histoire de nation algérienne et qu'on aille chercher notre histoire à 6000 km de chez nous, sans glorifier. Nous, c'est Carthage, c'est Rome, c'est Saint-Augustin, c'est Hannibal, c'est tout ça, c'est le côté amazir, mais c'est aussi les Almohades, les Tout à fait, non, je suis d'accord avec vous, vous ne m'avez pas laissé terminer. Non, je ne suis pas sélectif dans ce que je dis. Ce qu'il y a, c'est que si on réglait la question de la nation algérienne et que cette dernière cesse d'être en contradiction avec le pays réel, ça c'est un. Deuxièmement, c'est libérer les énergies. C'est réformer l'école, comme a dit. Mais réformer l'école, ça nécessite non pas du courage, parce que c'est eux qui sont à l'origine de cet état profond qui bloque. Quand vous voyez Mme Benrabri aller donc commencer à parler la langue française, à l'enseigner, etc., le Premier ministre à l'époque, c'est là, il a dit il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Donc un problème qui est carrément, et je parle sous le contrôle de notre universitaire, un problème qui est carrément d'ordre finalement pédagogique, on le transfère vers l'idéologie. Comment voulez-vous avancer? Moi, j'ai été formé en français, je parle l'arabe, je lis l'arabe. En quoi le fait de ne pas maîtriser absolument la langue arabe fasse de moi un sous-citoyen? Mais qu'est-ce qui explique, d'après vous, que l'on ait l'impression que les ressorts de cette société soient cassés, que ce fameux génie dont il ne faut jamais désespérer, dont on dit qu'il habite tous les peuples, ne soit pas là, qu'il soit aux abonnés absents? Cette démission, c'est une véritable démission, quelles qu'en soient les explications. Mais comment faire? Moi, je pense très honnêtement qu'il n'y a pas une démission. Il y a momentanément, effectivement, une marginalisation où les gens, effectivement, sont plutôt en attente. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et ils ne sont pas écoutés. Ils se sont révoltés. Il y a eu, encore une fois, des milliers de morts. Il y a eu les jeunes de Tizi Ouzou, les 127 assassinés par la gendarmerie en 2001. Il y a eu la décennie noire, il y a eu des hommes politiques assassinés, des Karim Belkacem, des Messili, etc. La société a réagi beaucoup plus qu'elle ne l'a fait dans un certain nombre de pays qui sont démocratisés grâce à ces réactions de la société. Le fait est que aujourd'hui, les gens fuient les organisations, fuient la mobilisation, etc., parce qu'ils voient que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils ne sont pas écoutés par les pouvoirs publics. Quand on fait des manifestations qui rassemblent des milliers d'Algériens, le minimum, c'est que les pouvoirs publics répondent
aux questions posées, répondent aux revendications. Or, qu'est-ce qui se passe? Ils répondent par la négative, par la recherche de l'essoufflement. Les pouvoirs publics recherchent l'essoufflement des mouvements sociaux et politiques. Idil Ouneren, avant que nous changions de sujet, que nous passions au dernier sujet. Moi, je dis que la société, il reste encore une petite société qui est en dynamique pour le pays, il ne faut pas désespérer. Quant à l'école, moi j'ai une expérience assez particulière. Je suis à l'origine de la première création d'une école libre, là où je résidais. J'en suis très fier avec un certain nombre de camarades. Ça, c'est un acte de résistance. Et nos chers élèves, puis il y a eu 0 déchet à la fin, hein, c'est vraiment 0 déchet. Tous bacheliers. Mais c'est un choix qu'on a fait dans les années 90, avec tout l'environnement qui nous entourait. On l'a fait. La société, elle n'est pas démobilisée. Je pense qu'elle devrait se regrouper, discuter de ses ambitions et essayer de capitaliser l'ensemble des expériences pour essayer de se projeter vers l'avenir. Comme je dis, moi je suis intimement convaincu que ce pouvoir est finalement, au-delà de son côté autoritaire, il se restructure de manière autoritaire tout le temps, figurez-vous qu'il est faible. Si la société civile arrivait à s'organiser, et les partis politiques, parce qu'il faut en parler aussi. Mais justement, vous faites bien de... En fait, le problème, à mon avis, ne se trouve pas seulement dans ce genre d'initiative dont vous parliez, de créer une école dans son village, dans sa ville, dans son quartier, de ces velléités, de ces initiatives. Ce qui manque, c'est une synergie, justement. Tout à fait. C'est, comme vous le disiez, une capitalisation de toutes les expériences. Nous, dans ce cadre-là précis, pardon Hassan. Même ces initiatives-là, elles sont interdites. Non, oui, non, maintenant, elles ne sont pas interdites. Elles sont agréées, mais sous couvert d'un programme de l'éducation nationale. Voilà. Le souci, c'est qu'on avait même créé une coordination des écoles libres. On ne les appelait pas des écoles privées. Et je peux vous dire que dans l'échantillonnage des parents, vous avez le petit fonctionnaire qui était là, hein, avec nous, hein, parce qu'il sentait que c'était un projet qui pouvait tenir la route. Et puis, qu'est-ce qui manque? C'est émanciper nos enfants. C'est qu'ils soient ouverts au monde. Et nous allons passer au dernier sujet. Nous restons environ 14 minutes. Donc, les élections locales dont on nous dit qu'elles seront la base, comment on dit, la rampe de lancement des élections de 2019, les élections présidentielles. Le titre. Algérie part. Élections 2019. Nous connaissons le futur président. Et alors là, nous allons repasser une vidéo que j'ai passée au cours de la semaine. C'est une vidéo, c'est un enregistrement que nous avons emprunté à la télé An-Nahar. Ça se passe à Médéa. C'est un meeting du FLN. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. الله يخليك ها زفرتي مره وسكتي وش جايه ديري انت لهنا؟ جيتي هنا على الوطن على البلاد جيت على الوطن على البلاد ولدي اللي يحمينا يحمي بلادنا. شكون هو الامين العام للافلام؟ كيفاش شكون؟ الامين العام الافلام شكون هو الامين العام؟ ما نعرفش باش اللي يحمينا يحمي ولادنا. شكون هو الامين العام للافلام؟ تاع مديه عقبه. وش جاي دير انت؟ جاي من اجل التجمع الوطني الديمقراطي. شكون هو الامين العام للافلام؟ وكيل عيسى بلديه الراك. لا فلان نبغيها بزاف. شكون هو الامين العام للافلام؟ ها؟ شكون هو الامين العام للافلام؟ والله ما نعرفش انا لا فلان راني مع لا فلان. ما عطوكمش حتى وعد؟ عطاونا قالوا لنا عشيه نعطوكم كلش. واش قالوا لكم؟ قالنا عشيه نعطوكم كلش. واش يعطيوكم؟ دراهم ولا قداش يبدلك الفنان؟ هذا 500 هاكي. قال لكم 500,000؟ ايه ياسين قالنا سيدي ياسين بن علي تاع ياسين بن علي المير تاع درا اسمار. Oui, alors je vous explique, pour ceux qui n'ont pas bien compris, meeting du FLN qui se passe à Médéa. Donc, ils ramènent du monde et le journaliste pose des questions présents. Il leur dit, est-ce que vous connaissez le secrétaire général du FLN? Ils ne le connaissent pas, ils ne savent même pas comment il s'appelle. Il y en a même un qui croit être dans un rassemblement du RND. Il dit, je suis dans un rassemblement du RND, je suis venu soutenir. Et le jeune, à la fin, il nous dit, oui, ils nous ont promis des choses, ils vont nous donner 5 000 dinars chacun pour applaudir.
Alors, voilà. Donc, voilà les foules qui se pressent autour de ce parti FLN qui se dit un tournant incontournable pour les élections, non pas locales, mais celles de 2019. Oui, mais c'est affolant, je veux dire. Et ça, c'est connu depuis longtemps. Si ce n'était que ça, c'est-à-dire payer des jeunes à venir assister aux meetings et aux rassemblements, ça se fait depuis une vingtaine d'années déjà, peut-être plus. Oui, mais là, vous avez vu les oui, mais là, c'est une catastrophe. Des gens. Oui, non, mais c'est une catastrophe. On se croirait revenu aux années 1920. C'est un vaudeville. C'est du théâtre de boulevard, tout simplement, M. Benchenouf. Et c'est affolant, je veux dire. Et les gens qu'on paye, qu'est-ce que vous voulez? Et après, ça se dit parti historique, il capte l'héritage du FLN historique. C'est affolant, je veux dire. Nous allons repasser, je vais demander à la régie de nous préparer les affiches. J'allais voir les affiches pour avoir une idée de cette campagne, de cette grosse farce. J'espère que les affiches sont là. Mais sinon, qu'est-ce que vous en attendant que ça... Est-ce que c'est prêt, les affiches? On va les voir. Regardez bien. Voilà. Lui, il dit, je ne sors jamais de la mosquée. Votez pour celui, donc il n'ira pas à la mairie. Elle se dit, je ne sais pas, un ange descendu du ciel. Lui, il utilise Mandela comme petit nain en dessous. Alors, nous allons voir les images regardez cette image. Hein, et maintenant, nous allons regarder les femmes, telles que montrées dans les affiches. Regardez, là, c'est le MPA de Beni Younes, parti qui se dit progressiste, qui est à la place des femmes, mais des roses, pour ne pas montrer leur visage. Et là, le FFS, parti progressiste par excellence, qui met des pastilles bleues sur le visage des femmes. Et là, un parti qui carrément efface, gomme le visage des femmes. Et voilà, les élections telles qu'elles se passent. À vous, messieurs. C'est affolant. On a confessionnalisé la politique, tout simplement. L'État se confessionnalise, il confessionnalise une partie de la société, et ça, c'est inadmissible. Quand on voit des partis comme le MPA ou le FFS, ou même le RCD n'a pas, oui. Mais quand vous voyez ce qui se passe, c'est affolant, je veux dire. Ça montre la déliquescence de la société, et qui est programmée pour la régression, quoi, tout simplement. C'est la tartufferie généralisée. Quand la tartufferie s'installe dans l'État, la société devient à l'état de Tartuffe. Qu'est-ce que vous pensez de notre amie commune, à vous et à moi, qui tout à l'heure nous disait qu'on exagérait trop, que nous devrions un peu tolérer, tempérer nos propos, montrer un peu le bon côté des choses? Bien sûr, il y a des Algériens qui résistent. Il y a des Algériens qui quotidiennement se battent, risquent leur vie, risquent carrément leur fortune, leur travail, leur famille, etc. Ça, on ne peut pas non plus le nier. Il existe en Algérie, partout, des gens qui résistent à ce système-là. Mais si l'on doit parler du système politique, malheureusement, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut dire de bon dans la mesure où, depuis 1962... Moi, je crois qu'elle a raison. On devrait dire quand même des choses. Je vais vous dire pourquoi Hassan Herj. Parce que, vous savez, dans le pays, quand vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau qui coule. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, il y a de la lumière qui se fait. Quand vous partez de Tébessa à Oran, il y a de la route, même s'il y a des nids de poules. Il y a de la sécurité, quoi qu'on en dise. Il y a des restaurants, il y a des boulangeries. Pour la sécurité, ce sera un des enjeux de la présidentielle. Ouais. Mais ces gens-là, ce sont les vrais technocrates, ces soldats de l'ombre, oui. Qui font le boulot, qui n'apparaissent pas, et qui généralement, quand ils sortent en retraite, sont voués à la misère, parce qu'on leur donne 3 centimes pour vivre avec. Donc nous leur devons quand même justice. Mais sinon, pour revenir à nos moutons, nos noirs moutons, il n'y a que des noirs moutons, malheureusement. Ould Abbas a dit « Il n'y a que Dieu et nous qui savons qui sera le président de la République en 2019. » Et on se demande pourquoi il va aux élections, puisqu'il sait que le président est désigné par avance
Non, mais moi, je veux bien faire une remarque psychologique. Quand il dit il n'y a que Dieu et nous, ça veut dire qu'il se situe au même titre que Dieu. À moins que son Dieu à lui ne trône à Mouradia. C'est-à-dire que, comme les Algériens disent d'un ancien général, Rab Dzayer, Ould Abbas se croit Rab Dzayer. Et donc, il se met effectivement à ce niveau-là de divinité. Et donc, c'est à lui et ses amis de choisir qui va diriger l'Algérie. Ce n'est pas au peuple algérien. Je vous disais dans une des précédentes émissions que l'Algérien rase les murs depuis 5 siècles, depuis la régence turque, en passant par la colonisation française et puis le régime FLN qui dure jusqu'à aujourd'hui. 5 siècles de domination, d'écrasement, d'exclusion du peuple algérien. C'est un miracle, effectivement, qu'il y ait encore des facteurs de résilience, c'est un certain nombre, et qui font quand même leur travail, et qui ne peuvent pas faire correctement leur travail parce que le système algérien mis en place par le tandem Bembela-Bokharouba les empêche de faire, les empêche de travailler, les empêche d'enseigner, les empêche de prendre des initiatives. Et malgré ça, ils sont quand même parvenus à faire. Donc pour revenir à Ould Abbas, il est dans la même logique que celle de 62, c'est-à-dire qu'il y a une poignée de gens qui vont nous désigner un président, comme ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, et qui vont nous dire, voilà, vous votez pour lui. Moi, je ne pense pas que Ould Abbas ait cette capacité de désigner qui que ce soit. Soyons sérieux, à un moment donné, il faut que ça cesse, Hassan. On ne peut pas dire que le FLN va désigner. Les désignations, elles se font ailleurs. Je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Non, le FLN est un instrument. C'est un instrument sur la vitrine politique algérienne. On sait très bien que c'est au niveau de l'ossature du système algérien qui est l'armée. C'est elle qui va décider. Le souci, c'est quand on fait l'inventaire du personnel politique capable, au-delà de M. Bouteflika, capable d'exercer, qui a la culture de l'État, qui soit un homme d'État, il n'y en a pas. Ça, c'est parce que Bouteflika est là. Non, c'est sûr. Non, Bouteflika, on peut tout dire, excuse-moi Hassan, parce qu'à un moment, il faut être un peu précis. Bouteflika, il a la culture de l'État quand même. Moi je dis qu'il a la culture de l'État. Qu'on ait une nuance ou une différence. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec sa politique. Non, tu peux ne pas entendre, c'est un autre débat. Je peux pas l'entendre. Parce qu'il avait une culture de l'État, il aurait construit l'État. Il n'aurait pas accepté le délitement de l'État. Il n'aurait pas accepté. Maintenant, idéologiquement, condamner la politique de Bouteflika, non. Condamné. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui a un peu la culture d'État. Je ne parle pas de sa politique. Pas la culture d'État. Si tu me laissais terminer, ce serait bien. Oui, mais ce que je veux te dire, mais oui, mais non, tu n'es pas d'accord, je peux comprendre. Okay. Non, mais c'est on échange. C'est exactement ça. Quand tu dis la culture d'État, tu ne peux pas nier qu'il a une expérience diplomatique, tu ne peux pas nier qu'il connaît les rouages de l'État, tu ne peux pas nier qu'il a une expérience internationale. Par contre, la politique intérieure, là, je suis entièrement d'accord avec toi. La culture de l'État, ça ne se situe pas uniquement dans une politique économique bien pensée, mal pensée, dans une politique d'ordre général mal pensée. Maintenant, on ne peut pas être dans un nihilisme absolu. Moi, je suis un opposant à Bouteflika. Ça paraît évident, mais... Qui est dans le nihilisme, il faut préciser. C'est moi ou c'est le régime? Non. Moi, je suis dans le nihilisme. Non, je veux dire, on ne peut pas dire c'est pas à toi que je m'adresse, Hassan. Tu le sais bien, on se connaît depuis tellement longtemps. Ce que je veux te dire, c'est qu'on ne peut pas lui nier ça. Un Ouihia, il a une culture de l'État, il a fonctionné dans l'État. La culture de l'État, c'est ça. Par contre, les politiques qui sont exprimés, qui se font, c'est des politiques mal pensées. Ils instrumentalisent, là, pour les histoires de meetings et compagnie, ils sont arrivés même à instrumentaliser la délinquance. Ça, c'est totalement imbriqué. Quand vous parlez de Bouteflika, quand vous parlez de Bouteflika et de la culture de l'État, mais Bouteflika est débranché. Il est débranché. Oui, non, ça c'est un autre débat, M. Benchenou. Oui. Mais pourquoi parler de lui? Je dis de lui, quand je dis l'inventaire, quand on fait l'inventaire, j'ai pas dit que lui doit passer la main, ça paraît évident. Ce n'est plus possible de continuer dans ce cadre précis pour le 5e mandat. C'est une offense au peuple algérien, quelque part. Absolument. D'accord. Mais quand vous faites, c'est parti de faire l'inventaire du personnel politique. Moi, je suis pas en train de défendre Bouteflika. Il faut que les choses soient claires. J'entends bien. C'est bien ce que j'ai compris. Hassan, il nous reste 1 minute. Donc, si vous voulez... Bouteflika n'a jamais été un homme d'État, y compris dans la période
que notre ami Idi Onuran cite, même pendant la période où il était ministre des Affaires étrangères, il faisait la politique de l'Égypte et de l'Union soviétique. S'il avait la parole à l'ONU, c'est parce qu'il y avait Khrouchtchev. Et c'était parce que l'Algérie était un satellite de l'URSS. L'Algérie n'avait pas une politique en elle-même. C'est la politique d'un non-État. Monsieur Benchenouf, on ne peut pas parler d'un État, d'une culture d'État, dès lors que cet État est privatisé. Dès lors que cet État sert les intérêts privés et seulement privés. En tout cas, pas des problèmes de société. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous remercie l'un et l'autre. C'était passionnant. Très bien. Nous allons voir une image, avant de vous quitter, qui dit beaucoup de choses, qui est très, très éloquente. Et je m'abstiendrai de faire tout commentaire. Je vous laisse le faire vous-même ou l'imaginer. Oui, voilà. Voilà, c'est l'image, donc je ne ferai pas de commentaire. Auprès des pauvres gens, auprès des vrais, des authentiques. Idir? Oui, c'est exactement ça. Je suis d'accord avec Hassan, c'est les vrais Algériens, de l'Algérie profonde, qui ont été marginalisés, qui ont été oubliés. C'est terrible. Et là, je ne sais même pas, comme vous avez fait la remarque tout à l'heure, M. Benchenouf, oui. Je ne sais même pas si elle a l'eau et l'électricité. On voit à gauche une plaque solaire, vous voyez, les voltaïques là. Oui, oui, tout à fait. Oui, donc oui, ils ont de l'électricité, quand même. Merci beaucoup. Merci Hassan Hersh, merci Idir Onuran. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir accompagnés, de nous avoir prêté votre attention. Bqaw ala khair, b'slama.